Les aventures de Tintin au Tibet commencent dans les Alpes. Hergé choisit, avec une pointe d'ironie, de débuter cette histoire avec un Tintin en vacances, parti se ressourcer à la montagne. Son fidèle ami, le capitaine Haddock, séjourne avec lui dans un petit hôtel tranquille où, a priori, rien d'extraordinaire ne se passe jamais. On va faire une santé. Épuisé par une longue journée de marche, Tintin s'endort. Dans son rêve, il voit son ami Chang perdu dans le blizzard et la neige. Que signifie ce rêve? Qui est cet ami Chang que Tintin voit en détresse? Derrière ce personnage, il y a un vrai ami d'Hergé, un peintre et sculpteur chinois qu'il a rencontré en 1934, alors qu'il travaillait sur le Lotus bleu. À cette époque, Chang étudie à l'école des Beaux-Arts de Bruxelles et il aide Hergé à écrire cet album. Chang lui parle de son pays, balaye les clichés et les a priori qu'il pouvait avoir sur la Chine. Il lui ouvre les portes d'une civilisation immensément riche et mystérieuse. Une amitié très forte naît entre les deux hommes à ce moment-là. Et tout naturellement, Hergé crée ce personnage de Chang, ce double qui rejoint le sien dans des aventures où Tintin et Chang se jurent d'être unis pour la vie, dans l'adversité. Tintin a très mal dormi, hanté par la vision de son ami perdu dans la neige. Il ouvre son courrier, car on lui a fait suivre de Moulinsart une lettre en provenance de Hong Kong. Quelle coïncidence! C'est une lettre de Chang. Son jeune ami chinois lui annonce qu'il arrive bientôt en Europe, mais qu'en route il passera par le Népal pour visiter de la famille. Au même moment, le capitaine Haddock lit un article sur une catastrophe aérienne qui vient d'arriver au Népal. Et si Chang avait pris cet avion qui s'est écrasé dans la montagne? Tintin se précipite sur le journal. Pas de survivants dans la catastrophe aérienne au Népal. Au nombre des disparus, l'article mentionne bien son ami Chang. Tintin s'effondre en larmes. Mais très vite, il repense à ce rêve. Était-ce un rêve prémonitoire? Un signe qui lui indiquerait que son ami n'est pas mort? Il décide de partir sur le champ au Népal. Le capitaine Haddock essaye de le raisonner. Mais enfin, votre ami est mort, c'est de la folie. Rien n'y fait. Tintin est persuadé qu'il reste encore de l'espoir. Il est rare de voir Tintin pleurer. La dernière fois qu'on l'a vu montrer ainsi ses émotions, c'était à la fin du Lotus bleu, quand il quittait Chang. 25 ans ont passé depuis. Et Hergé traverse maintenant une période difficile, de profonde dépression. Il repense alors à son ami. Dans les tourments de la guerre, il a perdu sa trace et il aimerait bien le retrouver. Mais il n'y arrive pas. C'est ainsi que Tintin part chercher Chang dans les confins de l'Himalaya, comme un appel invisible d'Hergé adressé au vrai Chang. Comme seule certitude, Tintin va s'accrocher à ce rêve, à cette vision qui est l'élément déclencheur, la clé de toute cette aventure. Dans Tintin au Tibet, il n'y a pas de méchants, pas de course-poursuite, ni de folles péripéties. Tout est ramené à l'essentiel. C'est l'album préféré d'Hergé, probablement le plus personnel. Katmandou, une ville de légende où le bouddhisme et l'hindouisme sont intimement liés. C'est ici que Tintin, Milou et le capitaine Haddock atterrissent quelques jours plus tard.
Le capitaine n'a pas pu se résoudre à laisser son jeune ami poursuivre seul cette entreprise insensée. Dès leur arrivée, ils rendent visite au chef de l'aérodrome. Tintin veut se rendre sur le lieu du crash et demande au fonctionnaire s'il peut l'aider à organiser cette expédition. « C'est de la folie. Même si votre ami avait survécu à l'accident, il serait mort depuis de faim, de froid, d'épuisement, » lui répond le responsable de la sécurité aérienne. Oui, ce responsable de l'aéroport a raison. Quand Tintin arrive et entreprend de chercher des survivants, l'accident a eu lieu il y a déjà plusieurs jours. La météo était très mauvaise après le crash et c'est difficile d'accéder sur place pour trouver des rescapés. Le chef de l'aérodrome n'a pas réussi à dissuader Tintin. Mais il lui a indiqué l'adresse du guide qui a organisé l'expédition de secours après le crash. Nos deux héros cherchent leur chemin dans une ville qui fut autrefois un magnifique royaume, situé sur la route commerciale entre l'Inde, la Chine et le Tibet. Intrigué par ses couleurs vives, le capitaine Haddock se demande quel goût peuvent avoir ces fruits que l'on fait sécher au soleil. Il découvre alors la vraie saveur des piments népalais. Tarkel, le chef de l'expédition que nos amis ont enfin retrouvé, ne pense pas que Chang ait pu survivre à la faim et au froid extrême. Mais Tintin, toujours hanté par son rêve, décide malgré tout de se rendre là-bas, seul s'il le faut. Le fidèle capitaine, bien qu'exaspéré par l'obstination de son jeune ami, se résout à faire son sac pour l'accompagner dans cette aventure. Haddock part en tête. Il a quand même réussi à convaincre Tarquet d'organiser cette expédition impossible et recruter les porteurs nécessaires. Mais au bout de quelques kilomètres, le capitaine se fait devancer. Et dire que je pourrais être tranquillement à Moulinsart en train de siroter un petit whisky. Ah oui, tiens, un petit whisky. Ah. Sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, le capitaine s'endort et se met lui aussi à rêver. N'a pas choisi au hasard cette région où, partout, le vent emporte les messages bouddhistes de pureté et de compassion.
qu'ils soient sculptés dans la roche ou imprimés sur des drapeaux de couleur. Cette aventure de Tintin ressemble à une quête spirituelle, où les anges et les démons, les désirs et la raison tentent d'influer sur les personnages. Ainsi, Milou, fatigué, tombe sur une petite flaque d'eau qui a un goût très revigorant. « C'est du whisky », lui dit son démon intérieur. « C'est bon ça, l'alcool. Ça donne du cœur au ventre. » Mais son ange supplie. « Non, ne bois pas. L'alcool ravale la bête au rang de l'homme. » Milou choisit sans trop d'hésitation. Mais très vite, il commence à voir double et titube sur ce sentier à flanc de falaise. Et c'est la chute. Heureusement, Tintin réussit à l'intercepter avant qu'il ne soit emporté par la rivière. Le capitaine maintenant d'apprendre à rester vigilant. Au beau milieu du 5e jour de marche, les porteurs lui crient « Attention, stop, Saïb, arrêtez-vous! Vous passez à gauche, sinon malheur !» C'est le Shorten. Normalement, Shorten s'est construit au sommet de la colline pour la mémoire de quelqu'un. Normalement, le Shorten toujours retourner à gauche. Si quelqu'un qui jamais retourner à droite, ça porte malheur. Mais le capitaine trébuche et perd d'un coup sa précieuse réserve de whisky. Peu de choses ont changé depuis l'époque de Tintin au Tibet. Le soir, les guides et les porteurs préparent eux-mêmes leur nourriture. Leur plat préféré, c'est le dal bat, des légumes cuits au curry avec du riz. En plein repas, soudain, un grognement terrible retentit dans la montagne. « C'est le Yéti !» disent les porteurs. « L'abominable homme des neiges !» dit Haddock. « Enfin, voyons, vous n'y croyez quand même pas à ces légendes. » Pour exorciser leur peur, les Sherpas se racontent toujours des histoires de Yéti, et ils croient vraiment à son existence. Le Yéti, c'est le Yéti. Il est comme ça. Bon, le yak, il a des cornes. Alors il les attrape, il déchire le yak, et il mange sa cervelle. Ce que je sais, c'est qu'à Matschermo, le Yéti a tapé et mordu une femme. Et vous l'avez vu aussi? Oui, je l'ai vu. C'est vrai? Oui, oui. Il marche comme les humains. Il ne parle pas. Il a des cheveux longs comme les femmes. Il a des cheveux longs. Il n'a pas de poils. Non, il n'a pas le poil. À première vue, il ressemble à un homme, mais sa bouche ressemble à celle d'un chien. Comme un chien? Oui, Il doit mordre alors. s'il nous attrape,
Il peut nous mordre. Et il mange de l'homme aussi? Mais s'il en trouve et si ça se présente, peut-être qu'il en mange. Mais il fait plutôt... Il nous regarde et il nous imite. Peut-être qu'il nous observe en ce moment. Eh oui, pourquoi pas? Moi, je vais dormir là au milieu et lui, il va dormir ici. Si Yeti vient, il le prendra lui. Et s'il vient de l'autre côté, il prendra celui qui dort là-bas. Le lendemain matin, le capitaine Haddock cherche désespérément sa dernière bouteille de whisky. Il lui semblait bien l'avoir laissée près du camp. Après de longues heures de marche, ils arrivent maintenant sur les hauteurs enneigées. Ils ne sont plus très loin de l'endroit où l'avion de Chang s'est écrasé. Soudain, Miou sent le danger. Et il se retrouve face aux traces de l'abominable homme des neiges. Ce ne sont que des traces d'ours. C'est bien connu que parfois ils marchent sur la patte arrière, dit le capitaine. Et pour en avoir le cœur net, ils se mettent à suivre la piste, découvrant son ultime bouteille de whisky vide. Vampire, soulographe, diplodocus, anthropopithèque. Quand ils reviennent sur leurs pas, Tintin et ses amis découvrent que les porteurs, terrorisés par la présence du Yéti, ont pris la fuite. Mais d'où vient ce personnage du Yéti? Pendant les années 1950, les récits sur l'abominable homme des neiges enflamment les imaginaires. Plusieurs expéditions d'alpinistes rapportent avoir vu des traces étranges dans la neige. Hergé rencontre le vainqueur de l'Annapurna, l'alpiniste Maurice Herzog. Ce dernier lui raconte comment, au détour de son expédition, il s'est retrouvé devant des empreintes géantes et mystérieuses, toutes fraîches, qui s'arrêtaient devant une falaise abrupte, impossible à escalader à main nue par un homme ou par un ours. À la même époque, le zoologue Bernard Heuvelmans, ami et informateur d'Hergé, publie un livre intitulé « Sur la piste des bêtes ignorées ». Devenu un best-seller et un classique, cet ouvrage pose les fondations d'une nouvelle discipline, la cryptozoologie, ou science des animaux cachés. Dans cet ouvrage, Heuvelmans relève un certain nombre de faits et d'indices troublants, et il émet l'hypothèse que cet abominable homme des neiges pourrait bien être un lointain cousin de l'homme qui aurait survécu dans cet habitat extrême. Sans porteur, Tintin, Haddock et Tarquet continuent leur ascension. C'est leur 10e jour de marche. À 5000 mètres d'altitude, l'air commence à se faire rare et les gestes sont plus lents. Le mal des montagnes n'est pas loin. Mais soudain, ils découvrent la carcasse de l'avion. Dans les décombres, Tintin trouve un ours en peluche gelé, mais aucune trace de survivant.
Tintin, ne voulant toujours pas croire à la mort de Chang, part en reconnaissance autour de l'épave. Et il découvre une grotte. Tiens, peut-être que Chang s'est réfugié ici. Il explore cette cavité gelée qui semble constituer un abri idéal. Et il trouve un indice de taille. Une pierre gravée au nom de Chang. Son intuition était juste. Son rêve était bien un message invisible, télépathique. Chang a survécu au crash de l'avion et il est peut-être là encore, au fond de cette grotte. Mais Tintin et ses amis ne trouvent que des petits ossements d'oiseaux et de rongeurs, probablement les restes d'un repas. Chang reste introuvable. Le guide Tarquet est persuadé que le Yéti a tué et mangé Chang. « Ton ami est mort », ne cesse-t-il de répéter à Tintin. Tout espoir est vain. Où veux-tu le chercher maintenant dans cette immensité blanche ? Lui dit Tarquet. Pour la première fois, Tintin flanche. Il abandonne. Il se retourne une dernière fois et dit adieu à Chang. Face à la perte de son ami, en prise au doute et au désespoir, le jeune aventurier se révèle plus humain que jamais. En jetant un dernier regard vers la montagne, soudain Tintin aperçoit une tache jaune sur la paroi. Une écharpe. Peut-être qu'elle a appartenu à Chang. Cette étincelle de couleur rallume dans le cœur de Tintin l'espoir que son ami est toujours vivant. Mais Tarquet refuse de l'accompagner dans cette folie. Il laisse ainsi Tintin, Milou et le capitaine Haddock continuer seuls. Regardez, capitaine. Il y a des taches de sang sur l'écharpe. Il faut suivre la piste. Continuez à escalader. S'ils n'avaient pas été encordés l'un à l'autre, le capitaine serait déjà au fond du gouffre. Tintin résiste de toutes ses forces. Il ne sait pas s'il va pouvoir tenir bien longtemps. Coupez la corde, Tintin. C'est la seule solution. Sinon, nous allons mourir tous les deux. Jamais. Répond Tintin. Le fidèle capitaine est prêt à sacrifier sa vie pour son ami. Hergé rappelle ainsi au lecteur que cet album est un véritable hymne à l'amitié. Heureusement, Tarquet, pris de remords, a rejoint nos deux amis, qu'il sauve in extremis. Nos trois marcheurs avancent maintenant comme des somnambules. Cela fait 15 jours qu'ils ont quitté Katmandou. Sans le savoir, ils traversent la frontière invisible qui sépare le Népal du Tibet. Ils ont perdu leur tente, emportés par le vent. Ils ne peuvent plus s'abriter la nuit pour dormir. Ils ne cherchent plus Chang. Ils luttent maintenant pour leur survie dans cet univers glacé où la température avoisine les -40 la nuit.
Et ils marchent ainsi pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'épuisé, le capitaine s'écroule dans la neige. Continuez sans moi, dit-il. Je n'en peux plus. Soudain, Tarquet aperçoit en bas de la vallée un monastère. S'ils arrivent à l'atteindre, ils pourront enfin dormir et se reposer. Mais le sort s'acharne contre eux. La corniche sur laquelle ils se sont arrêtés se brise et provoque une terrible avalanche. Tintin a failli être étranglé par un yak affamé qui s'en est pris à son écharpe jaune. Quelque part, l'intervention de l'animal a le mérite de le réveiller de son coma. Mais Tintin est trop faible, il ne peut plus avancer. Il décide d'écrire un mot, un appel à l'aide qu'il confie à Milou. Cours, Milou, apporte ce SOS au monastère. Notre salut dépend de toi. Et Milou vole comme le vent, court pour sauver son maître. Mais sur le chemin, une tentation terrible l'arrête net. De nouveau, il se retrouve écartelé entre son démon intérieur et son ange gardien. Et les paroles du Milou diable sont encore une fois plus convaincantes que les rappels au devoir du Milou ange. Le vent emporte le mot de Tintin au loin. Est-ce que c'est un vrai chien? Il ressemble à un vrai chien, mais blanc. Ah ouais, peut-être. Regardez celui-là. Il montre l'avalanche et il rigole. Et regardez là, il vole tout seul. Ah, il s'appelle Foudre Béni. L'air est entré en lui et c'est pour cela qu'il s'envole. Quand il l'évite, il se prend pour un oiseau. Ne bouge pas, ne bouge pas. Reste bien droit comme ça. Bravo, bravo. Si on le lâche, il va vomir toutes les nouilles de ce matin. À propos du lama qu'on voit s'élever, au temps de Guru Rinpoche, on disait Terbiya, ce qui veut dire des lamas qui ont des visions. Aujourd'hui, certains lamas essaient d'avoir la même expérience, et parfois ils y parviennent. On n'en voit pas dans les petits villages, mais les hauts lamas savent encore le faire. Réveillé par le bruit des gongs et des rituels, le capitaine émerge péniblement d'un long sommeil.
Liu a quand même réussi à prévenir les moines qui ont ainsi pu ramener nos deux amis au monastère. Le capitaine n'est pas au bout de ses surprises. Il se retrouve projeté dans un lieu habité par des divinités terribles. Nos héros découvrent l'univers étrange du bouddhisme tibétain, une culture millénaire qui fascine Hergé depuis longtemps. Pendant des siècles, ce pays est resté intact, protégé par son isolement géographique. Sur ces hauts plateaux balayés par les vents, la société tibétaine, habitée d'une ferveur spirituelle hors du commun, organisée de façon féodale par des gouvernants religieux, n'a laissé que quelques voyageurs étrangers pénétrer sur sa terre sacrée. Telle l'exploratrice Alexandra David-Néel, dont Hergé a dévoré les livres. Le récit de son pèlerinage clandestin jusqu'à Lhasa, mais aussi son initiation par des grands mystiques tibétains. Hergé s'inspire aussi des histoires rapportées par l'Autrichien Heinrich Harrer, resté 7 ans au Tibet. Il est fasciné par ce monde, isolé du monde, qui a été envahi par l'armée chinoise en 1949. Au moment même où il travaille sur cet album, en mars 1959, le Dalai Lama est obligé de fuir son pays, de peur d'être éliminé ou kidnappé par les autorités chinoises. Encore une fois, Hergé est en résonance avec son époque. Mais contrairement au Lotus Bleu, il choisit de ne pas intégrer cette dimension politique dans cet album. Tintin au Tibet doit rester pour lui un conte philosophique sur l'amitié, une histoire hors du temps. Remis de leurs émotions et de leur fatigue, Tintin et le capitaine Haddock racontent leur histoire au grand Rinpoché, le maître précieux du monastère. Ce dernier est touché par leur récit. Mais, leur dit-il, ici la montagne garde ce qu'elle a pris. Tel aura été le sort de ton ami Chang. Le Rinpoché les invite donc à regagner le Népal. Tintin est sur le départ quand Foudre Bénie a une vision de Chang, fiévreux, allongé dans une grotte, gardée par le Yéti. Il n'en fallait pas plus pour redonner espoir à Tintin. Les moines lui ont indiqué le chemin d'une montagne où se trouve, disent-ils, le repère du Yéti. Va-t-il enfin retrouver son ami Chang? En chemin, il croise des enfants qui l'accueillent à la tibétaine, en tirant la langue. Une vieille coutume pour dire bonjour aux visiteurs, si rares dans ces contrées. Une aubaine pour ce grand enfant qu'est le capitaine. Liu a flairé la trace du Yéti. Ils arrivent enfin en vue du museau du Yak, la montagne qui abrite l'abominable homme des neiges.
En avant pour le round final, dit Tintin. Après plusieurs jours d'embuscade, il voit enfin le Yéti sortir de sa grotte. C'est le moment d'aller voir, murmure Tintin. Chang est bien là, tel que Foudre Béni l'avait vu dans sa vision. Les deux amis se retrouvent enfin. Mais contre toute attente, le Yéti revient vers sa grotte. Le capitaine tente de les prévenir du danger. Trop tard. En saisissant l'appareil photo de Tintin, le Yéti a déclenché le flash. Terrorisé, la bête s'enfuit en courant. Alors qu'ils redescendent de la montagne, Chang raconte à ses sauveurs ce qui s'est passé. La tempête dans l'avion. Le crash. Il leur raconte comment il s'est réfugié dans cette grotte gelée, comment il s'est retrouvé nez à nez avec le Yéti. Ce Yéti qui, bien loin de le dévorer, l'a nourri, protégé, et s'est attaché à lui. Ainsi, Hergé a décidé de transformer l'abominable homme des neiges en adorable homme des neiges, en quête lui aussi d'un ami. Hergé s'identifie quelque part à ce monstre humain qui constitue, comme tous les personnages qu'il crée, les reflets de sa propre personnalité. L'histoire révèle au final que les vrais démons qui nous torturent ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Ils ne sont pas à l'extérieur mais à l'intérieur de nous, bien souvent sous forme de préjugés ou de doutes qui nous limitent et nous entravent. Tintin a donc eu raison de suivre son intuition, d'aller jusqu'au bout de ce rêve, pas comme les autres. De la musique tibétaine résonne dans toute la montagne. Prévenus par Foudre Béni, les moines sont venus en grande pompe honorer le succès de leur aventure. Le Rinpoché bénit Tintin et lui offre une écharpe en soie. Il honore ainsi son audace, la pureté de son cœur et la ferveur de son amitié. Nos amis prennent enfin le chemin du retour. Chang a une pensée émue pour son ami le Yéti. J'espère que jamais on ne le trouvera, parce qu'on le traiterait comme une bête sauvage, alors que parfois je me suis demandé s'il n'était pas un véritable être humain. Pour Hergé, l'achèvement de cet album est un passage initiatique. Après Tintin au Tibet, alors qu'il n'y croyait plus, il retrouve le vrai Chang, son ami, qui a survécu à la révolution culturelle et au camp de redressement politique.
Yes,